Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette principale édition de la soirée. Voici les titres. La 17e édition de l'Université du Ramadan a ouvert ses portes. C'était hier samedi, premier jour du mois béni à Yoff. Le thème retenu cette année est héritage mystique et héritage politique. Pour qui et pourquoi? Il a été introduit par le guide Seydi Mohamedou Moustapha Sy. L'administrateur général du PNUD en visite de travail au Sénégal s'est rendu dans la région de Saint-Louis. Hélène Clark, c'est son nom, y a visité la réserve naturelle de Gandon et rencontré les bénéficiaires du PRP. Elle a dit sa satisfaction partout où elle est passée. Ouf de soulagement pour les malades du sida dans les pays en développement. 8 millions d'entre eux bénéficient désormais d'antirétroviraux. Selon des études, ces médicaments qui, en plus de prolonger la vie des séropositifs, sont aussi un moyen de prévention. Mais parlons d'abord de la décentralisation et de l'accès aux services de base pour tous. Le Sénégal veut en faire une priorité. C'est en tout cas ce qui ressort de l'atelier organisé par le ministère de l'Aménagement du Territoire et des collectivités locales. Plusieurs partenaires au développement y ont pris part. Notre reporter Aïssatou Traoré aussi. L'adaptation des lignes directrices internationales sur la décentralisation et l'accès aux services de base pour tous est une ambition de l'État du Sénégal. Par le biais de cette rencontre, le ministère de l'Aménagement du Territoire et des collectivités locales pose des actes concrets en vue de sa réalisation. Si on regarde le budget de l'État, il n'y a que 5% du budget public qui est transféré aux collectivités locales. C'est très faible. Ça ne permet pas aux collectivités de bien prendre en charge toutes les préoccupations des populations qui leur font confiance. L'initiative d'adaptation des lignes directrices internationales sur la décentralisation et l'accès aux services de base pour tous est rendue possible au Burkina et au Sénégal. Le ministère français des Affaires étrangères a financé le projet. Au niveau des ministères, comme au niveau de la société civile, des universités, des ONG et essentiellement au niveau des collectivités locales, nous essayons ensemble de travailler à récupérer tout ce qu'il y a de disponible comme énergie, comme réflexion pour véritablement que le Sénégal renforce son dispositif de décentralisation, mais cette fois-ci en impliquant tous les acteurs, mais aussi en donnant à chacun et surtout au territoire la place qui leur revient de droit dans notre politique de développement. L'accès aux services de base est un pan important des politiques nationales de développement. Dans cette dynamique de réduction de la pauvreté, une bonne politique de décentralisation s'impose. 16 ingénieurs et techniciens en génie civil à l'école de l'entretien et de la gestion des routes. Une session de formation de 15 jours a été initiée à cet effet et c'était sur financement de la coopération canadienne. Les détails, c'est avec Seynabou Diokhane. À l'origine de la dégradation de la voirie, un déficit d'entretien de nos infrastructures routières. Pour mieux prendre soin de nos routes, 16 ingénieurs et techniciens viennent d'être formés au Centre de formation et de perfectionnement des travaux publics sur le thème l'entretien routier et sa gestion. Il y a beaucoup de routes qui sont dégradées et les gouvernements sont obligés chaque fois de sortir de l'argent pour faire un entretien, c'est-à-dire des réparations qui sont faites. Donc pour éviter chaque fois de sortir de l'argent, il faut planifier l'entretien des routes. Une chose est de mettre en place des infrastructures routières. Une autre chose également est de savoir les entretenir. Et les routes sont pour le développement ce que les artères sont pour le sang. Autant les artères charrient le sang, autant également les routes charrient le développement. Les ingénieurs et techniciens formés viennent de l'AGEROUTE, de la direction des routes et d'autres entreprises privées. Ils ont acquis des connaissances sur la maintenance des routes grâce à la contribution d'experts sénégalais et canadiens. L'effort que nous avons consenti en termes financiers, en termes d'encadrement pédagogique, il faut qu'il ait un répondant direct sur le terrain, c'est-à-dire que cela participe effectivement et concrètement à un meilleur entretien des routes au Sénégal. Je voudrais féliciter la direction du Centre de formation professionnelle et technique du ministère et remercier la coopération canadienne. La formation sur l'entretien routier et sa gestion a été financée par le service d'assistance canadienne aux organismes. Le SACO, par cet investissement, appuie le Sénégal dans sa politique d'entretien des infrastructures routières.
Et parlons maintenant de l'évaluation du leadership au Sénégal. Associations de femmes et partenaires au développement se sont penchés sur la question. L'objectif est d'amener les femmes à mieux asseoir leur leadership. De jeunes leaders ont été également conviés à la réflexion. La rencontre a eu lieu à Popenguine, nous dit Mamadou Samambao. Popenguine, à côté de la Sainte Vierge et au bord de la mer. Cadre idéal de réflexion et de partage, c'est ici que ces femmes et jeunes ont choisi pour évaluer leur parcours en tant que leader. Avec comme grille de lecture leur participation à l'agenda républicain et leur combat contre la discrimination économique. Quand tu veux quelque chose, tu dois faire quelque chose pour l'obtenir. Donc c'est un jeu de cache-cache que j'ai mené avec l'ex-président communautaire qui existait à cette époque pour obtenir mes 4 hectares au nom de toute la communauté et les jeunes de cette localité. Son jeu, promettre au PCR de transformer les associations féminines qu'elle dirige en force politique et à le soutenir. Ces 4 hectares de terre obtenus, elle reste militante de la cause féminine. Autre couche, autre expérience. Ces jeunes ont mis leur leadership au service de l'entrepreneuriat. C'est le leadership qui nous a permis de nous insérer dans le marché, dans le secteur du bâtiment et travaux publics et de soumissionner des marchés, de pouvoir gagner. On a par exemple gagné des marchés comme en travaux généraux, les travaux de bornage aussi. Dans la région de Ziguinchor, Kolda, il y a aussi des marchés pour la construction des bâtiments administratifs. Toutes ces capacités ont été acquises grâce à la formation et à l'encadrement de AOMI. AOMI, une ONG qui se veut sentinelle du leadership féminin et de la citoyenneté démocratique. Ici, nous avons vu comment les femmes ont défini ce qu'elles entendaient par leader et comment elles percevaient le leadership et comment elles voulaient aussi améliorer leur position au sein de leurs organisations pour renforcer leur leadership, aussi servir leur communauté, servir le pays, servir l'Afrique. Les participants ont décidé de mieux serrer leur ceinture pour parfaire leur performance économique et politique pour plus d'équité dans le traitement du genre humain. Je vous le disais en titre, c'est parti pour la 17e édition de l'Université du Ramadan. L'ouverture officielle a eu lieu hier samedi à Yoff et pour introduire le thème, il y avait le guide moral du Daïratul Moustarchidine wal Moustarchidati, Seydi Mohamedou Moustapha Sy. Cette année, le sujet retenu est héritage mystique et héritage politique. Pour qui et pourquoi? Seydina Alioune Fall. 21h à l'Institut franco-arabe Al-Irshad, une salle comble accueille Seydi Mohamedou Moustapha Sy pour l'introduction du thème choisi cette année. 3 heures durant, le guide moral du Daïratul Moustarchidine wal Moustarchidati a tenu l'auditoire en haleine. Yàlla mën na nekk xarit waaye du nekk comme xaritu sunu xarit yi. Dans un discours imagé enrichi de métaphores et d'anecdotes, le guide analyse, explique et décode la relation entre mystique et politique, spirituelle et temporelle. Nous proposons Alba pour mon chef bin Abaoun Tassir. تنقلا وبسيرها ولد الخطوط مشيد البنيان سنو بروم refusé ni mën na nekk سيد الحروف mais mënul nekk رئيس الحروف. L'université du Ramadan accueille ainsi chaque année des milliers de fidèles venus de partout s'abreuver à cette source de connaissances. Le prophète disait aux musulmans d'aller jusqu'en Chine pour chercher du savoir. Ce jumelage entre le spirituel et le temporel, comme on l'a dit, le mystique et la politique, parce que c'est 2 choses qui vont ensemble. Nous avons en réalité une ouverture actuellement dans le monde, une ouverture dans tout, grâce aux enseignements qui sont dispensés à l'Université Ramadan depuis sa première édition. Le thème de cette année, héritage mystique et héritage politique, pour qui et pourquoi, sera traité à travers différents sous-thèmes. Chaque jour, des professeurs d'université ou conférenciers vont animer des cours. Ce lundi, le professeur Souleymane Bachir Diagne va donner un cours sur l'espace et le temps dans la mystique.
Seydina Alioune Fall, pendant ce mois béni de Ramadan, qu'est-ce qui occupe les jeunes? Notre reporter a essayé d'en savoir un peu plus. Un tour dans Dakar lui a permis de constater que les jeunes préfèrent en ce moment aller à la plage, histoire de se détendre, mais aussi de se recueillir. Et pourtant, la religion musulmane recommande pendant cette période de s'isoler pour éviter les péchés. Thioroudien nous en parle. En ce mois béni de Ramadan, les jeunes musulmans s'investissent pour mieux pratiquer leur religion. De ce fait, ces jeunes essaient d'adopter les comportements recommandés par le Saint-Coran. Pour s'atteler à de telles pratiques, ils ont choisi d'aller à la plage. Le mois de Ramadan est un mois béni. Le Tout-Puissant nous interdit de faire un certain nombre de choses, telles que écouter de la musique, manger, boire, entre autres. C'est aussi un mois où les bienfaits sont multipliés par 10. C'est pour cela que mon ami et moi avons décidé de venir ici à la plage pour écouter des khassaïds de Serigne Touba Khadimou Rassoul. Pour ces jeunes, trouvés à la plage de la Cour de cassation, en plus du mois de Ramadan, ils cherchent la détente. Après qu'on ait fini notre premier semestre, on est venu faire une détente, quoi. Et être près de la mer, changer les idées, quoi, en fait. En période de jeûne, il y a la chaleur, il y a aussi... On a aussi faim, donc c'est dur de quitter l'université Anta Diop pour venir ici jusqu'au Magic Land en période de jeûne, quoi. Mais vous l'avez fait quand même. Mais quand même on l'a fait parce qu'on ne se sent pas à l'aise au niveau de nos chambres. Et on a décidé de venir passer un après-midi ici parce que ça fait longtemps qu'on ne se retrouve pas comme ça en famille et voilà. Pendant presque 30 jours, les musulmans et les jeunes en particulier devront s'abstenir de beaucoup de choses. C'est pourquoi certains ont préféré des lieux comme la plage pour se recueillir. Nous changeons de chapitre maintenant pour parler de l'administration générale du PNUD en visite de travail au Sénégal qui s'est rendue à la réserve naturelle de Gandon, c'est dans la région de Saint-Louis. Hélène Clark, c'est son nom, a vivement apprécié sur place les actions de reconstruction de l'écosystème de la mangrove initiées par les populations locales, une approche mise en œuvre par les pouvoirs publics dans le cadre du projet de gestion intégrée des écosystèmes du Sénégal. Ibrahima Diallo. Du rythme et de l'ambiance ont marqué la visite de l'administrateur général du PNUD. Les populations des 12 villages que polarise la réserve naturelle communautaire de Gandon ont voulu immortaliser ces moments de communion. Car grâce au PNUD, elles ont pu reconstituer leur écosystème. Aujourd'hui, ça a grandi avec notre approche. On a fait de nos mieux. Maintenant, ça sort du poisson. On peut avoir quelque chose pour à la maison. Ça reste un peu, on peut vendre ça. Les autres qui ont le temps de passer toute la journée à pêcher peuvent aller vendre, avoir quelque chose. En tout cas, ça nous a bien aidé. Financée par le PNUD et le FEM, cette réserve de 2000 hectares est aujourd'hui un exemple réussi de gestion intégrée de l'écosystème de la mangrove au Sénégal, voire en Afrique. Cette zone qui était vide, que vous avez en face de vous, a été entièrement reboisée par les populations. Tout ce que vous voyez ici, c'est du reboisement. C'est un écosystème qui s'est reconstitué avec tous ses avantages sur le plan écologique. Des produits aujourd'hui sont tirés, du poisson, des crevettes et surtout un phénomène nouveau qui est apparu à Saint-Louis, parce qu'à Saint-Louis, on ne connaissait pas les huîtres, ça n'existait pas naturellement. Les actions conduites par le projet de gestion intégrée des écosystèmes du Sénégal ont permis aux populations de tirer profit de l'exploitation de la mangrove. Aujourd'hui, plus de 2000 femmes s'activent au niveau de l'exploitation des sels. Parce que ce barrage-là permet de réguler le cours d'eau. Donc, et le parc de Gumbel, toute l'année maintenant, a de l'eau pour permettre aux oiseaux vraiment de pouvoir se reproduire. Et maintenant, l'exploitation artificielle est devenue réelle. Venue visiter cette réalisation du PJS, Mme Hélène Clark ne cache pas ses sentiments. Je salue cette belle initiative. Je pense que l'implication des populations locales dans la mise en œuvre de ce projet est formidable. Nous devons encourager cette approche du gouvernement du Sénégal. So there's always the potential to do more and take it to a bigger scale. Un sentiment partagé par le ministre de l'écologie et de la protection de la nature.
C'est une initiative que porte le ministère de l'écologie et cette reforestation existe déjà dans le delta du Saloum, existe dans le delta de Casamance et aujourd'hui nous travaillons même avec les partenaires de la Gambie, de la Guinée pour épandre ce modèle. Cette visite de l'administrateur général du PNUD est un signal fort pour la communauté internationale de soutenir les actions des populations locales dans la restauration de leur écosystème. Nous restons toujours à Saint-Louis où l'administrateur général du PNUD a aussi rencontré les bénéficiaires du PRP, programme d'appui à la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté. Et là également, Hélène Clark s'est félicitée de la vitesse d'exécution de ce projet cofinancé par le programme des Nations Unies pour le développement, Pabouna Tchao. En venant à Saint-Louis, l'administrateur des Nations Unies ne pouvait s'attendre à une meilleure surprise que de rencontrer des femmes aussi engagées, aussi entreprenantes. Elles sont toutes bénéficiaires du PRP, programme d'appui à la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté. Elles viennent de Matam, Saint-Louis et Louga exposer leur production et de facto confirmer que le projet se porte bien. NDP always supports women's political empowerment and economic empowerment. And today we're looking at the economic empowerment and seeing so many women with so many wonderful products and very enthusiastic about what they're achieving. Le PNUD appuie les femmes pour l'accès au leadership et politique et économique. Aujourd'hui, nous avons vu l'aspect de renforcement des capacités des femmes au niveau économique. Et nous avons noté un enthousiasme extraordinaire autour de ces activités, ce dont je me félicite. L'appui du PNUD pour la mise en œuvre du programme s'élève à 4 millions de dollars, un soutien conséquent que les populations bénéficiaires ont vivement salué à travers la voix de leur ministre de tutelle. Maria Massar a appelé à la pérennisation de cette collaboration dont les fruits sont à portée de main. Globalement, c'est des actions dans le cadre d'encadrement en vue d'un développement que le PNUD nous a depuis des décennies encadré, appuyé. Donc nous disons encore une fois merci pour tout ceci. La teranga sénégalaise, ou du moins saint-louisienne, s'est manifestée à travers cette remise de présents à Mme Hélène Clark, l'administrateur des Nations Unies au développement à qui tous ont souhaité un bon séjour au Sénégal. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué qui nous vient du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. 100 jours après son installation à la tête du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Maître Alioune Badara Cissé fait un bilan d'étape de sa mission. À cette occasion, il fera une déclaration en présence du corps diplomatique accrédité au Sénégal. La presse nationale et internationale est conviée à cette rencontre qui aura lieu le mardi 24 juillet 2012 au salon flamboyant du Kit Fat Hotel à 10h précises. Encore un autre communiqué qui nous vient toujours du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Maître Alioune Badara Cissé, procédera à la présentation du sommet Africité prévu cette année au Sénégal, au corps diplomatique accrédité au Sénégal et à la presse. Il aura lieu le mardi 24 juillet 2012 à 15h dans la grande salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur en présence de messieurs Cheikh Mohamedou Habiboullah Dieye, ministre de l'aménagement du territoire et des collectivités locales, Abdoulaye Baldé, président de l'association des maires du Sénégal et Khalifa Ababakar Sall, maire de la ville de Dakar. Cette cérémonie sera suivie d'un point de presse et la presse nationale et internationale est conviée à cette importante rencontre. Sans transition, nous passons à l'actualité sur l'international et je vous le disais, bonne nouvelle pour les malades du sida. Des études montrent que les antirétroviraux qui permettent aux malades de prolonger leur vie sont aussi un moyen de prévention. Plutôt un sujet séropositif en prend, moins il risque d'infecter son ou sa partenaire. Une raison supplémentaire de faciliter l'accès aux ARV dans les pays pauvres surtout. Les médicaments antirétroviraux. Jamais les séropositifs n'ont été aussi nombreux à y avoir accès. Plus de 8 millions dans les pays en développement, c'est plus de la moitié de ceux qui en ont besoin. Notre couverture en termes de traitement va continuer à augmenter et je pense que c'est important qu'on mobilise toute notre énergie pour atteindre les 15 millions d'ici 2015.
Autre bonne nouvelle, les études montrent que les antirétroviraux qui permettent de vivre avec le sida sont aussi un formidable moyen de prévention. Plus tôt un séropositif en prend et moins il risque d'infecter sa ou son partenaire. Washington vient d'ailleurs d'autoriser la mise sur le marché d'un antirétroviral destiné à la prévention, le Truvada. Même si pour l'heure son utilisation ne concerne que les États-Unis, c'est une première. Le changement radical dans la façon dont on pense pouvoir mettre fin à l'épidémie de sida vient de cette découverte. Les antirétroviraux peuvent prévenir le VIH. Et si les antirétroviraux comme moyen de prévention permettaient d'envisager un jour la fin de l'épidémie? Ce sera l'un des grands thèmes du congrès sur le sida qui s'ouvre ce dimanche à Washington, avec en filigrane la question du financement. Où trouver suffisamment de fonds? Une question toujours pas résolue 30 ans après le début de l'épidémie. L'actualité dans le reste du monde nous mènera aux États-Unis, en Norvège et en Espagne. Mais nous commençons par la Chine où des pluies diluviennes ont frappé Pékin ce week-end. Bilan 10 morts. Ce n'était pas arrivé depuis 60 ans. Des pluies diluviennes ont frappé Pékin ce week-end, faisant 10 morts dans la capitale chinoise et provoquant l'évacuation de plus de 30 000 personnes, selon les médias officiels. Les pluies ont coupé plusieurs routes et entraîné l'annulation de près de 400 vols. Le nord et le nord-ouest du pays ont aussi été touchés par des inondations, tuant une dizaine de personnes. À l'aide d'un robot, des artificiers ont déminé l'appartement de James Holmes, l'auteur présumé de la tuerie du cinéma d'Aurora, qui a fait 12 morts et une cinquantaine de blessés dans le Colorado. L'appartement était piégé à l'explosif, des munitions reçues probablement dans des colis, selon la police qui défend la thèse d'un acte prémédité. Les explosifs ont été conservés, ce sont des pièces à conviction dans la perspective d'un procès du tueur présumé qui sera déféré à la justice lundi. L'île norvégienne d'Utøya, tristement célèbre pour la tuerie dont elle a été la cible, commémore le premier anniversaire de la fusillade. 69 personnes, principalement des adolescents, avaient été tuées par Anders Behring Breivik lors d'un camp d'été de la jeunesse travailliste. Les familles des victimes sont venues se recueillir sur l'île et déposer des fleurs sur les tombes de leurs disparus. Célébrées dans tout le pays, les commémorations se concluront ce soir par un concert à Oslo. Noir de monde, les rues espagnoles ne désemplissent pas. Cela fait 4 jours que les fonctionnaires battent le pavé dans nombreuses villes pour crier leur colère. Depuis que le gouvernement de Mariano Rajoy a accepté l'aide de Bruxelles en échange d'un plan d'austérité draconien, la population manifeste son désaccord. Non au coût budgétaire d'un plan d'économie de 65 milliards d'euros. Nous revenons à l'actualité sénégalaise et comment faire un entretien d'embauche. C'est à cette question qu'a tenté de répondre ce séminaire de formation organisé par l'APGEC à la place du Souvenir. Par cet acte, l'association cherche à doter les diplômés sans emploi d'outils pouvant faciliter leur insertion professionnelle. En plus de l'entretien d'embauche, des cours de développement personnel ont été donnés aux jeunes cadres, nous dit notre reporter Hamidou Diop. La présence de prérequis comme les techniques d'entretien d'embauche ou les notions en développement personnel ne peut que maximiser les chances du cadre à la recherche d'un emploi. La PGEC, consciente de ce fait, organise chaque fois que de besoin des formations gratuites pour les jeunes cadres. Aujourd'hui, nous pensons que beaucoup de jeunes cadres sénégalais ont tous les diplômes. Mais généralement, ils arrivent à buter sur l'entretien d'embauche. C'est pour cela que nous avons organisé un séminaire spécifique sur cette problématique pour permettre aux jeunes cadres de réussir leurs entretiens d'embauche. Au sortir de ce séminaire de formation, le cadre qui cherche un travail acquiert un certain nombre d'outils et est en mesure de répondre convenablement lors de l'entretien d'embauche. Il faut dire que c'est un grand pas quand nous avons ces techniques, quand nous maîtrisons ces techniques lors d'un entretien d'embauche. Parce que puisque vraiment c'est là où on nous mesure
les entreprises sont exigeantes par rapport à cela. J'ai eu à faire des entretiens d'embauche. Si je l'ai réussi ou pas, je ne dirais pas que j'ai été satisfaite à 100% des entretiens que j'ai eu à faire. Mais vous savez, une expérience, ça se bonifie suivant les cadres et les situations auxquelles on est confronté. La PGEC, qui a investi le secteur de l'emploi, va bientôt fêter sa première année d'existence. Elle a pour l'instant réussi à aider plus de 30 cadres à trouver un travail. Pour continuer à être au service des jeunes, elle sollicite l'appui des autorités. Nous voulons avoir un siège social qui permettra à tous les jeunes cadres sénégalais de se retrouver dans un environnement convivial où des jeunes peuvent consulter l'Internet, peuvent rédiger leur CV, peuvent bénéficier de conseils d'experts. Vous savez, le chômage déjà c'est une maladie. Il faut que le jeune puisse bénéficier d'un réconfort moral. En plus de cet espace de concertation sur les problèmes des jeunes, la PGEC appelle tous les organismes œuvrant pour l'insertion des diplômés à l'Union pour venir à bout du chômage. Nous passons maintenant à la santé avec le district sanitaire d'Mbour qui a sonné la mobilisation pour relancer le PEV. Le programme élargi de vaccination connaît quelques faiblesses et de nombreux enfants ne terminent pas leur vaccin. L'année dernière déjà, la relance avait permis à Mbour de retrouver près de 3000 enfants. Et cette année, les autorités médicales ont remis ça en impliquant davantage les communautés. Oumar Diaw. Le programme élargi de vaccination n'a pas le même succès partout. Depuis l'année dernière, le district sanitaire de Mbour met un point d'honneur à veiller à la relance correcte du PEV. Le district de Mbour a effectivement relancé son programme élargi de vaccination qui lui a permis de retrouver 2753 enfants incomplètement vaccinés. Et parmi les recommandations, c'était la pérennisation de cette activité. Cette importante mobilisation sociale a eu comme cadre la mairie de la ville. La municipalité mesure son rôle dans la santé qui est une compétence transférée. La commune de Mbour s'engage à vos côtés avec les moyens à sa disposition à vous accompagner dans l'atteinte des objectifs que se fixe le programme. Être vacciné est un droit pour chaque enfant. Les parents ont le devoir d'accomplir une vaccination complète de toute leur progéniture en âge de l'être. Les autorités sanitaires de Mbour sont déterminées à relever les indicateurs de performance. Nous avons pu installer au niveau des postes de santé des réseaux communautaires de soutien au PEV qui vont nous permettre de viabiliser et de pérenniser les efforts fournis dans le cadre du maintien du programme élargi de vaccination dans le district de Mbour à un taux vraiment appréciable. Les perdus de vue que nous avons récupérés vraiment nous permettent aujourd'hui de hausser nos indices. On a divisé le district de Mbour en 5 zones. L'administration, de son côté, appuie les initiatives de cette nature visant la protection des enfants. La solution, c'est la prévention. Prévenir, c'est mieux que guérir. Cette vieille maxime est plus que jamais évidente. Par l'immunisation que confère la vaccination, l'enfant est protégé contre près de 10 maladies. Les négligences des parents ne doivent pas condamner des innocents à boitiller, par exemple, la vie durant. Sur ce chapitre toujours, la mairie de Dakar Plateau, au chevet des centres de santé de la commune d'arrondissement, un important lot de médicaments et de matériel paramédical a été mis à leur disposition, un geste fort apprécié par les bénéficiaires, souvent confrontés à des difficultés. Tandakhangay. Et comme à l'accoutumée, en présence des membres du comité de santé de la commune d'arrondissement de Dakar Plateau, ce don de médicaments est venu à point nommé. À ce rendez-vous du donner et du recevoir, grosse motivation pour le personnel du premier poste de santé de Dakar Plateau à Rafenel. Les médicaments, le personnel que vous avez vu, c'est des choses qui viennent suite à une autre situation et qui se manifestent par la qualité de la salle où vous êtes, des locaux aussi propres, un dispensaire aussi bien encadré, avec un personnel adéquat. Je pense que tout cela nous le devons, n'est-ce pas, à la bienveillance du maire. Geste magnifié à travers la compétence transférée sur la santé à des moments de forte émotion. La mission d'assistance et d'appui aux populations par la mairie a été encore une fois magnifiée à l'occasion d'une cérémonie simple mais très significative au regard des actes posés.
Les membres du comité de santé émus par cette dotation 2012 se sont félicités de la qualité des médicaments, des produits paramédicaux et autres accessoires. Direction le poste de santé de Sandial est presque la photocopie de ce qu'on a vu à Rafnel. Un personnel plus que jamais ému, galvanisé par cette grosse motivation. La santé est un domaine transféré aux communes. Les communes ont un rôle à jouer aussi bien au niveau de la santé, dans les postes de santé, même dans le centre de santé qui est dans notre zone géographique, si on part par extension, mais également dans l'éducation, etc. Donc souvent on a tendance à ne pas nous occuper de ces questions-là, mais c'est notre responsabilité. En ne le faisant pas, on faillit à notre mission. Et c'est une mairie de Dakar Plateau qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. De la santé, nous passons maintenant à l'éducation avec l'excellence qui a été fêtée au collège d'enseignement moyen Thiaroye 44. C'est dans la banlieue dakaroise. 130 élèves au moins ont reçu des cadeaux offerts par l'APIX. La cérémonie de remise de prix a été aussi l'occasion pour les autorités de l'école de réceptionner les locaux entièrement rénovés par l'agence chargée de la promotion de l'investissement et des grands travaux, Moussa Mané. Malgré les perturbations notées dans le système éducatif et la reconstruction des nouveaux locaux du CEM Thiaroye 44, élèves et enseignants se sont distingués durant l'année scolaire. L'heure est à la récompense pour les plus méritants. Je remercie à tous mes parents et les enseignants de l'école et la principale de l'école. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce cadeau. Et aussi, je remercie Madame Ndiaye, principale de l'établissement scolaire CEM Thiaroye 44. Ibrahima Sall, le ministre de l'Éducation, et l'APIX qui nous ont beaucoup soutenus. Vous avez hérité d'un établissement neuf, bien équipé. Donc vous avez l'obligation de le préserver pour les générations à venir. En plus de ces prix offerts, ce sont de nouveaux locaux qui ont été mis à la disposition des élèves par l'Agence de promotion des investissements et des grands travaux. Une façon pour l'APIX de se rapprocher des populations dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise. Il faut se réjouir que la construction des nouveaux locaux, à quelques centaines de mètres de l'ancien site, assure une continuité géographique qui assure aux élèves et aux professeurs le même environnement. Mais notre plus grand motif de satisfaction est qu'avec cette localisation, le CEM Thiaroye 44 enregistre des améliorations considérables tant au plan du nombre de ses structures d'accueil que de leur qualité. Venu prendre part à la cérémonie, le ministre de l'Éducation nationale a par la même occasion procédé à l'inauguration des nouveaux locaux de ce CEM plein de symboles. Le devoir de mémoire et de commémoration n'est-il pas alors un impératif pour nous tous? C'est tout le sens de l'institutionnalisation de la journée du tirailleur africain le 23 août. En plus de cette initiative heureuse de l'État du Sénégal, la construction d'un collège portant le nom de Thiaroye 44 par l'APIX contribue à immortaliser ces combattants de la paix et de la liberté. Au total, ce sont 14 établissements qui se situaient sur le tracé de l'autoroute à péage qui sont relogés ou dédommagés. D'autres actions sociales sont prévues dans les jours à venir. Moussa Mané, les langues nationales au service de la qualité de l'éducation. C'est autour de cette problématique que l'Association pour le développement de la langue SAFI a organisé sa 7e édition de la distribution des prix aux meilleurs élèves en cours d'alphabétisation. À l'occasion, l'on a aussi procédé à l'inauguration du siège de l'association. Cherfal nous en parle. On ne change pas une tradition porteuse de fruits. L'Association pour le développement de la langue SAFI ne déroge pas à la règle. La classe prime de nouveau ses meilleurs élèves de l'alphabétisation, du préscolaire et du bilinguisme. C'est pourquoi la classe a opté pour son engagement d'agir sur les enfants dès le préscolaire. C'est ainsi qu'elle y est depuis 2005. Ainsi, la longue lutte contre l'analphabétisme compte ses bons points. Cette mobilisation, ces manuels produits et l'engagement de toute une communauté ne font que renforcer cette volonté, mais aussi et surtout la coopération internationale. Fort de cela, je voudrais, au nom de Wycliffe et en mon nom personnel,
personnel, ainsi que celui de ma famille, vous adressez toutes nos félicitations pour la réalisation de ce joyau érigé pour servir le peuple safi. Puis, cap sur le nouveau siège de l'Atlas pour son inauguration. L'Association pour le développement de la langue safi peut désormais continuer son travail de promotion de l'alphabétisation du préscolaire et de l'élémentaire dans ses propres locaux. Une consécration encouragée et saluée par le ministre de l'Éducation nationale, représenté par son conseiller technique. Le ministre les encourage parce que le ministre veut que l'école se développe, que l'éducation se développe, que l'enseignement, à travers d'abord nos langues, peut permettre à l'apprenant d'aller vite, de comprendre vite, que tout cela se développe. Et Atlas a même fait un référentiel de compétences pour l'élémentaire à travers les langues nationales. Donc Atlas est une bonne association qui s'occupe des langues nationales, qui s'occupe des enseignements, des apprentissages et qui colle avec ce que nous ferons, ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'enseignement élémentaire. Tout joyeux, les enfants ont communié avec leurs parents dans une belle ambiance. C'est le Khotan et ses environs en redemandent. Cherfal, au même moment, le Grand Théâtre de Dakar abritait la cérémonie de remise de diplôme de la promotion 2012 de l'ISEC. L'Institut supérieur d'entrepreneuriat et de gestion a choisi comme parrain cette année le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Un appel a été lancé aux lauréats à mettre en valeur leurs compétences pour relever les défis. Mohamedou Mustafa Silla. Si la beauté d'un rêve, c'est de devenir une réalité, les lauréats de l'ISEC l'ont vu se concrétiser en recevant leur parchemin. Ils sont désormais bien outillés aux techniques managériales les plus pointues. Il faudrait que ces établissements soient encouragés parce que, in fine, les produits issus de ces établissements sont des cadres de très haut niveau dont le pays a besoin. Aujourd'hui, nous avons besoin de cadres de très très haut niveau et ces formations concourent à la satisfaction de ce besoin-là. Forger un capital humain de haute valeur, tel est le credo de cet établissement qui a fait tant de fierté à travers le continent. Nous avons toujours voulu former des diplômés immédiatement opérationnels et durablement performants. Nous sommes arrivés à un moment où l'école s'internationalise parce que nous avons des accords de partenariat avec les universités européennes dans le cadre de Erasmus Mundus. En outre aussi, nous avons cette année la certification du CAMES. Abreuvé aux sources du savoir-faire acquis, l'heure a sonné pour incarner le leadership. Je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir ce parchemin. Je peux dire que c'est un grand jour car aujourd'hui, je me sens journaliste. On est journaliste que lorsqu'on a un diplôme licencié. Le capital humain apparaît comme la principale source de valeur dans un monde où l'économie est de plus en plus mondialisée. À Rufisque, l'école franco-arabe Darou Karim, elle, a organisé une cérémonie de remise de prix pour ses meilleurs élèves. Pour cette année scolaire, l'établissement a réalisé des résultats probants, d'où un satisfecit général des parents d'élèves et de la direction. Amadou Mokhtar Kassé. Les meilleurs élèves ont été récompensés. Il s'est agi pour l'école franco-arabe Darou Karim de fêter l'excellence. Après 9 mois de dur labeur, les parents d'élèves reconnaissent le bon travail accompli par les enfants et l'encadrement. Les gosses travaillent tous les jours. Même les grèves là ne nous concernent pas. Les gosses ils venaient tous les jours. Ils travaillent tous les jours. On est très satisfaits des notes. Vraiment, ils ont eu de très bonnes notes. Les meilleurs élèves de l'établissement ont été cités en exemple. Cela pour créer une saine émulation. Les récipiendaires n'ont pas manqué d'étaler leur fierté. Je mérite d'avoir une prix. Alors, qu'est-ce que tu conseilles à tes autres camarades? Je les conseille de bien travailler. L'école, c'est pour tout le monde, garçons, filles. Du côté de la direction, la satisfaction est totale. Tous les objectifs ont été atteints. Sentiment de satisfaction parce que depuis le début de l'année, donc les enseignants font un bon travail et aujourd'hui au niveau du français on a un pourcentage de 85% globalement et au niveau de l'arabe on a un pourcentage de 75%. La modernisation des daara est une réalité dans cet établissement. Avec ses résultats plus que probants, l'école franco-arabe Darou Karim constitue une fierté pour les Rufisquois.
Les deux lauréates du concours international de dictée Paul Guérin-Lavoie ont été reçues par le ministre de l'Éducation. Sur place, elles ont eu droit à des félicitations. Et par ailleurs, le ministre Ibrahima Sall a invité les élèves du Sénégal à suivre l'exemple de ces deux jeunes filles, El Hadj Ndiaye. Mam Thiaba Diop et Daba Sène ont obtenu 2 distinctions à l'issue de la finale internationale de dictée Paul Guérin-Lavoie organisée au Canada. Ces deux élèves ont porté haut le flambeau du Sénégal devant plusieurs nations. Je vous encourage à continuer et savoir que maintenant il vous reste beaucoup de chemin à parcourir. Gagner une dictée, c'est une étape. Mais continuez à travailler à l'école, continuez à passer vos concours, à passer vos examens et surtout à beaucoup lire, à beaucoup faire les mathématiques, c'est très important. Ibrahima Sall a aussi magnifié le travail des enseignants sénégalais. À cette occasion, il leur a rendu un vibrant hommage. Nous sommes très heureux aujourd'hui que ces deux représentantes-là soient là pour montrer aujourd'hui, pour redonner le courage et la fierté à ces enseignants qui, au fond du Sénégal, travaillent pour la patrie. Une rencontre mémorable pour les élèves. Gratitude et satisfaction sont les sentiments les plus partagés. Je suis très heureuse d'avoir été reçue par le ministre de l'Éducation parce que cette cérémonie nous honore. Mes parents, je n'ai rien d'autre à faire que de les remercier parce qu'ils m'ont aidé, m'ont encouragé et grâce à eux, j'ai pu réussir ce concours. Les encadreurs aussi, je ne pourrais que les remercier car ils m'ont appris à faire la dictée, mes règles d'orthographe aussi et beaucoup d'autres choses qui m'ont permis de réussir. Une réussite scolaire qui passera nécessairement par la lecture. Ces cadeaux offerts par le ministre de l'Éducation visent à améliorer la performance des élèves. Réveil citoyen est né, c'est une nouvelle association qui vient d'être créée par les habitants des quartiers Zone B et Point E. Son objectif est de s'investir quotidiennement aux côtés des populations pour relever les défis liés au développement dans ces zones. La première action menée sur le terrain a été le nettoiement de leurs lieux d'habitation.